Est-ce que tu connais les règles fondamentales du business en islam? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si ce que tu faisais avec ton activité est réellement halal? Être entrepreneur, c'est une grande, très grande responsabilité. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Certes, les commerçants seront ressuscités le jour du jugement comme étant des pervers, sauf celui qui craint Allah, qui fait preuve de piété et a été véridique. » Dans cette vidéo, je vais te partager les 6 principes fondamentaux à respecter quand tu as un business, les erreurs à éviter ainsi que les bonnes pratiques à mettre en place dès aujourd'hui pour que ton business soit une source de rizq et qu'Allah t'apporte la baraka dedans. Parce que vendre ne peut pas se faire sans connaître les règles, car ça peut vite te faire tomber dans des travers sans même que tu ne t'en rendes compte. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te parler d'une pratique qui devient de plus en plus courante, même chez les muslimpreneurs, et qui est pourtant totalement haram. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et on va voir ensemble dans cette vidéo comment avoir un business qui soit aligné avec tes valeurs, mais surtout qui te permette de satisfaire ton créateur pour éviter de tomber dans le péché sans même que tu ne le saches. Parce que les erreurs sont faciles, sont très faciles. Très souvent, on va avoir tendance à copier ce qu'on voit autour de nous sans se poser de questions, surtout quand on voit que c'est des musulmans qui le font. On va partir du principe que s'ils le font, c'est qu'ils savent déjà que c'est autorisé. Mais malheureusement, les conséquences peuvent être très lourdes et tu es responsable des choix que tu fais, même si tu les as copiés chez le voisin. Et dans le business comme dans la vie, ce qui compte, c'est pas la réussite dans la vie d'ici-bas, mais bien celle dans l'au-delà. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est essentielle pour ton business. Sans plus attendre, on va donc voir les 6 éléments fondamentaux d'un business qui est éthique et halal. Alors, on va pas forcément parler de prix aujourd'hui parce que souvent on me pose la question de comment fixer son prix et savoir si son prix est halal ou pas dans le business. Eh bien, en réalité, il n'y a pas de règle concrètement par rapport au fait de fixer son prix. La seule exigence, c'est que le tarif soit à sa juste valeur et bien évidemment de ne pas surenchérir. Le prophète alayhi salam nous a fortement interdit de surenchérir, donc d'aller gonfler un prix pour pouvoir le vendre plus cher, que ce soit parce qu'il y a de la demande ou pas, mais d'aller le surévaluer par rapport à ce qu'il vaut réellement. Mais en soi, il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut faire x3, x4, x5 maximum sur un produit pour pouvoir le vendre par exemple. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire sous cette vidéo si tu veux qu'on aborde le sujet de comment fixer ses tarifs et quelles sont les bonnes pratiques pour avoir un tarif justement qui soit aligné avec tes valeurs et qui corresponde aussi bien à ton client, mais qui te permette surtout toi de t'y retrouver en tant qu'entrepreneur. Donc bien évidemment, un business, pour qu'il soit convenable, pour qu'il soit correct, il faut qu'il soit bienveillant, juste et transparent. Et la première question à te poser, c'est justement, est-ce que tu vendrais ton produit, ton offre, ton service au tarif que tu fais pour tes clients à ta mère, ton père, ton frère ou ta meilleure amie? Ça, c'est un élément qui va te permettre de déterminer si oui, tu es juste ou sinon tu ne l'es pas. Parce que si tu estimes que pour ta mère, tu le ferais 3 fois moins cher, eh bien, potentiellement, c'est que finalement, en fait, tu as peut-être surévalué ton service. Alors attention, je ne parle pas du fait de faire un prix parce que c'est ta maman, parce que logiquement, tu vas lui faire gratuitement même, mais est-ce que tu arriverais à lui vendre avec le tarif que tu proposes à tes clients? Ça, c'est dit. Passons donc aux 6 règles. La première, c'est l'accord mutuel entre les 2 parties. Alors 2, 3, 4 parties s'il y a des associés, mais globalement, l'accord entre les différentes parties, donc l'acheteur et le vendeur ou les acheteurs et les vendeurs. Bref, t'as compris. Donc, il faut essentiellement qu'il y ait un accord mutuel entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut que l'acheteur disent clairement oui, je t'achète ton produit et enfin l'exprime en tout cas clairement, pas forcément par la parole, mais qu'il l'exprime clairement et que le vendeur pareil exprime clairement qu'il veut vendre le produit à l'acheteur. Parce que il y a des pratiques notamment dans le closing où on peut forcer les gens à vendre. Tu connais un petit peu les vendeurs, les commerciaux de porte à porte qui parfois obligent des gens, entre guillemets, manipulent en fait des gens à acheter des produits dont ils n'ont absolument pas besoin et où finalement en fait la personne elle arrive à un stade où elle n'arrive plus à dire non, elle n'arrive plus à contre-argumenter et elle finit par acheter le produit juste pour qu'on la laisse tranquille. Eh bien, ça, tu te doutes bien que c'est archi haram et qu'il ne faut surtout pas le mettre en place dans ton business. Et de même, de forcer quelqu'un à te vendre quelque chose. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui a, par exemple, un nouveau smartphone et puis tu arrives et tu lui dis « Ah, ton téléphone, il est trop bien, je le veux, vas-y, combien tu en veux, je te donne autant, et que tu le forces
à te vendre le produit alors que lui, de base, son téléphone, il voulait absolument pas le vendre. Donc ça, on ne peut pas le faire. Il faut que les deux soient d'accord, qu'ils aient vraiment l'intention d'acheter et de vendre le produit. La deuxième règle, c'est que les deux parties soient légalement responsables. On ne peut pas, par exemple, vendre un produit à une personne qui a une déficience mentale ou à un enfant sans avoir l'accord justement de son responsable, de son tuteur légal. Typiquement, ça me refait penser à une situation où on était à Jemaa el-Fna à Marrakech et où il y a un vendeur qui arrive et qui met un ballon dans les mains de ma fille. Donc, elle devait avoir 4 ans à l'époque et il lui met le ballon dans les mains. Et puis, donc moi, je vois ça, il arrive vers mon mari pour lui dire de payer. Et moi, j'arrive et là, bon, c'était hors de question. Mon mari était prêt à payer tout de suite. Mais là, c'est de la vente qui est littéralement imposée. Et moi, j'étais absolument pas d'accord. Donc, je retire le ballon des mains de ma fille. Donc, je lui explique qu'on ne veut pas. D'ailleurs, ma fille, elle avait même pas compris ce qui se passait. Et je le rends au vendeur. Et le vendeur essaye de me faire culpabiliser en me disant « Oh, tu as retiré le ballon à la petite fille, c'est pas gentil, etc. » Et là, c'était les mots qu'il ne fallait pas me dire, surtout ce jour-là, subhanallah, il fallait pas me chercher. Et du coup, en fait, je lui ai clairement recadré, je lui ai clairement expliqué qu'on ne pouvait pas forcer quelqu'un à acheter quelque chose dont il n'avait pas besoin. Ma fille, elle est passée pendant 3 jours devant ses ballons et elle n'a jamais demandé à en avoir un. Pourquoi toi, tu viens et tu lui en mets un dans les mains alors que potentiellement, en fait, tu sais pas du tout si elle le veut. Et en plus de ça, tu veux m'obliger à l'acheter et tu essaies de me faire culpabiliser moi alors que c'est toi qui as une mauvaise pratique. Bref, on a eu une petite discussion, il a compris son erreur. J'espère qu'il n'a pas reproduit cette pratique avec d'autres personnes parce que malheureusement, c'est monnaie courante dans certains endroits et dans certaines zones touristiques. Mais ça, typiquement, c'est complètement haram et on ne peut pas le faire parce que la personne, justement, elle n'a pas la capacité d'acheter, elle n'a pas non plus la capacité de décider et du coup, eh bien, c'est son référent légal qui va conclure la vente ou pas. La troisième règle, c'est de vendre uniquement ce que l'on possède. D'où le fait que tout ce qui est dropshipping, etc., c'est interdit. Donc, on ne peut vendre que ce que l'on possède. Alors, attention, petite parenthèse, on peut vendre quelque chose qui va être disponible prochainement. Par exemple, on peut acheter un bien immobilier sur plan. Donc, c'est-à-dire que tu achètes sur un plan, donc tu n'as pas encore la maison qui est construite, par contre, tu n'as même pas encore les fondations qui sont posées. La maison va être disponible, l'appartement, dans 2 ans, 3 ans, mais tu as acheté sur plan le temps que ça se construise. Ça, c'est une pratique qui est pleinement autorisée. Tu peux proposer, par exemple, une formation et dire que la formation sera disponible à partir de telle date, par exemple dans 15 jours, et faire une prévente auparavant, ça c'est pleinement autorisé. Mais par contre, vendre un produit que tu n'as pas en possession, hormis ce cadre exceptionnel, eh bien ça n'est pas possible. Tu dois avoir l'objet en ta possession ou éventuellement l'avoir par exemple commandé et savoir que tu vas le recevoir dans 3 jours, dans 4 jours et que dès que tu le recevras, eh bien tu l'expédieras. Mais attention, bien évidemment, transparence totale avec ton client. La 4e règle, bon, c'est la plus basique, la plus simple. Bien évidemment, il faut que ton produit soit halal, éthique, qu'il corresponde aux règles de l'islam, donc pas de dépravation, pas d'alcool, etc., etc. Bon, ça, bref, normalement, cette règle-là, globalement, si tu es musulmane, tu la pratiques déjà. La 5e règle, c'est la disponibilité. Alors, la disponibilité, c'est différent du fait de posséder un objet. C'est plus dans le sens d'être disponible pour proposer ton accompagnement, pour proposer ton offre ou ton service. Typiquement, si je te parle de couturier du bled, tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle. C'est aussi valable pour tout ce qui est plombier, maçon, chauffagiste, etc. Bref, les prestataires de services à qui tu vas demander de venir refaire ta salle de bain ou à qui tu vas venir cet été demander de te coudre une robe et il va te prendre donc en tant que client, il va te dire oui, il n'y a aucun problème, c'est bon, je m'en occupe, etc. Tu vas lui dire attention, moi il faut que dans 3 semaines ce soit terminé. Et il va te dire oui, il n'y a aucun problème, c'est bon, dans 3 semaines ce sera carré. Le gars en réalité il est déjà overbooké et il sait pertinemment qu'il n'aura pas le temps de te livrer dans 3 semaines. Et pourtant, il t'a vendu un produit, un service dont il savait qu'il n'avait pas la disponibilité pour pouvoir le faire. Alors une fois de plus, tu peux très bien prendre un chantier, prendre une commande et dire que tu vas pouvoir la satisfaire dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois. Il n'y a aucun problème à partir du moment où il y a la transparence et où les deux parties sont
d'accord. Mais le fait de dire, OK, il n'y a pas de problème, tes robes ou tes tlamettes seront prêts dans 3 semaines, alors que tu sais que tu es overbooké, que tu n'auras pas le temps, et que finalement, en fait, le client doit venir te courir derrière. Oui, tu m'avais dit que c'était bon, etc. Et puis, t'en es où? Et finalement, en fait, il va le faire l'accord de coup parce qu'il va voir que tu le harcèles alors que techniquement, toi, tu es dans ton droit. Et finalement, tu as entre guillemets le rôle de la méchante. Et en plus de ça, ça va te prendre en énergie, en émotion, en colère, en charge mentale. Enfin bref, ça va t'user. Et la personne, en fait, elle savait pertinemment dès le départ qu'elle ne pouvait pas honorer son engagement. Eh bien, ça n'est pas autorisé. Donc là, c'est ce qu'on entend par disponibilité. Donc de même, si tu fais des accompagnements, du coaching, eh bien, tu ne peux pas prendre un client et lui dire oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, je vais t'accompagner. Et finalement, en fait, lui dire que pour qu'il ait sa page de vente, il va falloir qu'il attende 3 mois parce qu'en fait, tu as d'autres clients qui sont déjà avant lui, alors que tu ne lui as pas dit dès le départ. Donc c'est OK si la personne est au courant. Elle sait qu'elle doit attendre 3 mois et elle est d'accord pour attendre 3 mois plutôt que d'aller voir un autre prestataire, c'est d'accord. Mais par contre, si elle se retrouve finalement à devoir galérer alors que pour elle c'était urgent et que pour elle, elle partait du principe qu'en 3 semaines ce serait fait, eh bien là, c'est problématique, donc tu ne peux pas faire ça. On en vient à la 6e et dernière règle qui est d'avoir clairement défini le tarif et les conditions. Très souvent, on peut avoir des modalités qui sont un peu floues ou alors un tarif qui n'est pas clair. Et ça, on ne peut pas le faire dans le business en islam. Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas faire un devis à 500 € et finalement facturer le client beaucoup plus cher ou alors lui annoncer que le tarif sera de 700 € et que finalement, une fois qu'il s'est engagé avec toi, que vous avez travaillé ensemble, lui envoyer une facture à 900 €. Ça n'est pas possible. Le devis doit être clairement défini, d'où l'importance de contractualiser, de faire un devis, un contrat en amont qui va clairement stipuler toutes les modalités. Alors attention, le fait de faire un contrat, ça te protège toi, mais ça protège aussi ton client. C'est vraiment très important. Souvent, on se dit que ça n'a pas entre guillemets d'utilité, mais en réalité, le contrat te protège toi également. Si tu te retrouves face à un client relou, si tu te retrouves face à un client qui te dit oui, mais non, mais c'est pas ce qu'on avait dit, t'avais dit que t'allais me faire ça et puis qu'il allait avoir des révisions en illimité, etc., etc., eh bien, le fait d'avoir un contrat, tu vas pouvoir lui montrer qu'il a signé en bonne et due forme un contrat qui indique qu'il n'y avait que 3 révisions dans le contrat et que si jamais il en voulait d'autres supplémentaires, elles étaient facturées à X ou Y tarif. Donc là, le fait de pouvoir avoir tout qui est rédigé noir sur blanc et de ne pas se contenter uniquement d'une parole orale va vous permettre de vous protéger tous les deux, mais surtout va vous permettre de garder une éthique et de garder une bonne entente cordiale qui va vous permettre de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Donc vraiment, c'est essentiel et ce point aujourd'hui, il est trop souvent négligé et surtout dans la communauté musulmane, nous, on estime que voilà, c'est de la paperasse inutile, que ça sert à rien de le faire et il est pourtant essentiel de définir clairement en amont le tarif et les modalités du contrat, quelle que soit la prestation que tu proposes. Et d'ailleurs, parfois, on voit souvent dans les formations en ligne, par exemple les accompagnements, où le client, en fait, il a compris quelque chose et finalement, derrière, il n'a pas obtenu ce que lui avait compris. Mais comme il n'y a pas de contrat, il n'y a aucune page conditions générales, etc., où il peut se référer, qui rappelle les conditions dans lesquelles il s'est engagé, eh bien, ça peut créer des conflits, ça peut créer également de l'insatisfaction du côté du client. Et ça, c'est certainement pas ce qu'on veut quand on est entrepreneur. Il ne peut pas y avoir de hasard comme par exemple le viagier dans l'immobilier. Donc là, tu vas acheter un bien et tu vas devoir payer des mensualités pendant un certain temps, le temps que la personne décède et donc tu peux pas savoir, ça peut très bien durer 5 ans et tu vas être ultra rentable, comme ça peut durer 20 ans et là tu vas être littéralement à perte. Et bien ça n'est pas autorisé en islam. Et on en vient au point essentiel de vigilance duquel je voulais te parler absolument, ce sont les frais cachés. Alors attention, aujourd'hui cette pratique elle est de plus en plus répandue même dans la communauté musulmane. C'est-à-dire que on va avoir une personne par exemple qui va payer un produit qui coûte 500 € en temps normal et puis quand la personne va le payer en plusieurs fois, eh bien on va la facturer au final 530, 550, 560 € en lui disant ben voilà, quand tu payes en 3 fois, ça va te faire par exemple, tu payes en 3 fois, ça va te revenir à 190 €. Donc la personne elle va pas forcément faire le calcul dans sa tête et puis c'est après coup qu'elle va se rendre compte qu'en fait elle paye plus cher
que si elle avait payé en une fois. Alors très souvent, il y en a qui se justifient en disant oui, mais c'est les frais liés à toute la partie administrative parce que du coup, quand il y a des paiements plusieurs fois, il faut surveiller pour vérifier que les paiements ont bien été faits, puis parfois il y a des impayés, etc., etc. Sauf que, en fait, concrètement, c'est du riba. Tu fais payer plus cher une personne qui n'a pas les moyens de payer en une seule fois. Et ça n'est pas autorisé. Tu ne peux pas le mettre en application comme ça. Donc, tu peux mettre en place des frais, frais d'inscription, etc. Mais à ce moment-là, ces frais-là, ils sont valables pour tout le monde. Ça n'est pas uniquement pour la personne qui va payer en plusieurs fois. À partir du moment où une personne qui paye en plusieurs fois doit payer plus cher, c'est du riba. S'il s'agit véritablement de frais de gestion, de frais administratifs, que la personne paye en une fois ou qu'elle paye en 3 fois, elle aura ses frais à payer, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, tu peux mettre en place ces frais et éventuellement les offrir, par exemple, en fast bonus à une personne qui décide de faire un paiement en une fois, mais en aucun cas, tu ne peux facturer plus cher une personne qui va te payer en plusieurs fois parce qu'elle est pénalisée, parce qu'elle ne peut pas payer en une fois. J'ai pas besoin de détailler plus que ça, tu auras compris. Et pourtant, cette pratique, elle est de plus en plus répandue dans notre communauté et c'est un fléau, vraiment. Je rappelle que le riba, c'est vraiment entrer en guerre avec Allah et donc, ça vraiment, on ne le veut pas. On veut satisfaire Allah à travers toutes nos actions du quotidien, à travers notre business. Notre objectif, c'est l'au-delà. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est vraiment d'augmenter la balance de bonnes actions et pas d'augmenter celle des mauvaises. Donc vraiment, si aujourd'hui tu fais cette pratique ou tu connais des gens qui font cette pratique, je te conseille vivement de leur dire d'arrêter ça tout de suite. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses avec moi aujourd'hui. Je t'invite à liker, à partager à tous tes amis entrepreneurs à qui ça pourra être utile bi'idhnillah pour qu'elles puissent justement prendre conscience des règles essentielles dans le business en islam. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage également à continuer à faire toujours plus de contenu pour que tu aies une base riche et connaître justement tous les éléments à mettre en place dans ton business, aussi bien au niveau du mindset qu'au niveau du marketing et qu'au niveau de l'éthique musulmane. Et dis-moi en commentaire quelles sont les pratiques folles et complètement pas éthiques que tu as pu voir dans le business. Je suis curieuse de voir un petit peu les expériences que tu vas me partager. Fi amanillah. Assalamu alaikum.